Je voulais que le titre « Nous infinir mon amour » s'entende comme une prière, un peu comme une complainte. J'aime bien écouter à l'atelier des vieilles chansons égyptiennes. Et les chansons égyptiennes sont très plaintives, parlent toujours d'amour. Et on dirait presque que c'est des pleurs, il y a des notes qui sont très très touchantes. Et pendant longtemps, j'ai cherché comment définir ce que je ressentais en écoutant ça. Et finalement, pour moi, ça révèle la beauté du drame, ou la beauté juste avant le drame, quoi, juste avant le point de rupture. Donc c'est une complainte, une prière d'amour pour un moment précis, une cristallisation d'un moment précis. Et j'utilise après les mots « mon amour » parce que je m'adresse à mon amoureux, mais aussi parce que je pense que tout le monde a pu déjà avoir envie de cristalliser un instant d'amour qu'il est en train de vivre. J'utilise assez peu de matériaux. Déjà, je n'utilise aucun objet préfabriqué. Je travaille la terre et le métal, et plus spécifiquement donc la tôle de zinc et de laiton que je brase à l'étain. Donc il y a 3 métaux différents dans cette exposition. Et au niveau de la terre, de la céramique ça veut dire argile cuit. Donc j'utilise plusieurs argiles. C'est pour ça que vous voyez différentes couleurs. Il n'y a pas d'autres matériaux dans l'expo. C'est vraiment terre, métal. C'est un contraste que j'ai commencé déjà il y a plusieurs années. Je travaillais à l'origine que le métal. Et en 2017, j'ai commencé à travailler la terre suite à une résidence que j'ai faite en Chine. Et ça m'a plu, tout ce que j'ai vu, notamment l'armée de terre. Je trouvais ça assez fascinant, en fait, quand j'ai vu cette armée, de me dire il y a vraiment quelqu'un qui a imaginé que cette armée allait prendre vie. Et puis il y a tous les mythes. Isis, elle a redonné vie à Osiris en façonnant son sexe en terre. La terre a cette idée du vivant, du modelé. Du coup, j'ai eu ce besoin à un moment d'apporter plus de vivant et d'apporter la terre, même au niveau des sensations pour mes mains, pouvoir varier constamment dans l'atelier. Donc c'est à la fois une sensation visuelle pour le spectateur, à la fois une sensation au niveau du processus quand je travaille. Dans cette exposition, finalement, le travail que vous voyez autour de la terre vient de l'idée du tissage. Il y a quelques années, j'ai commencé des recherches en tissant du zinc. Et toute la recherche du tissage était aussi basée sur la pratique du tissage en tant que pratique féminine. Et aussi le livre d'Etel Adnan, qui est une artiste libanaise que j'aime beaucoup. Et son livre s'appelle « La vie est un tissage ». Et il y avait cette envie aussi de revenir à quelque chose de très simple, comme cette phrase-là, « La vie est un tissage ». Quand j'ai essayé de transférer le tissage de zinc au tissage d'argile, j'ai eu cette envie que ce soit des pièces modulaires qui puissent se construire doucement et finalement la longueur aussi du labeur veut dire quelque chose. Donc là, on a le fait de tourner les pièces, de les interconnecter, de les sécuriser. On a cette idée d'une sorte de, pour moi, de prière qui se construit, qui s'élève doucement, étage par étage. Et la fragilité, en fait, inhérente à la céramique, à l'argile cuit, fait que parfois on va casser une pièce en l'attachant. Ou parfois ça va être en montant, à un moment avec le poids, il y a une pièce qui va casser. Mais c'est là où on voit toute la force du tissage. C'est que le principe du tissage, vu que c'est un principe communautaire, ça laisse la possibilité à une pièce de casser et les autres compensent. Et c'est là où je trouve ça très intéressant et très beau comme image. C'est vraiment ce principe communautaire. Donc, toutes mes colonnes contiennent des casses et autorisent l'erreur. Et c'est pour ça que j'ai choisi ce matériau aussi pour faire ça. Ça aurait pu être imprimé en 3D et en plastique et rien n'aurait cassé. Et ça aurait fonctionné. Chaque pièce est façonnée une par une à la main. Il n'y a pas de moule, donc c'est aussi un temps de construction déjà à ce moment-là. Et ensuite, il y a un temps de séchage. L'argile doit toujours sécher avant de rentrer au four. Et ensuite, une fois qu'il est sec, c'est la partie cuisson. Donc c'est une cuisson assez longue, l'argile, qui peut durer 9 heures à peu près. Et puis après, il y a un autre temps d'assemblage. Et toutes ces pièces-là viennent contraster
avec le métal. Le métal, ça rappelle aussi tout l'univers iconographique des églises coptes moyen-orientales. Ma famille est égyptienne et donc petite, on était plutôt dans des églises coptes quand on allait en voyage là-bas. Et il y a beaucoup d'icônes où en fait on a les visages qui sont peints et toutes les auréoles, tous les habits qui sont en relief, comme ça en métal repoussé, argenté et doré. Il y a beaucoup d'argenté et doré qui se mélangent. Et ça apporte une vraie force, un vrai contraste. Donc c'est un peu reprendre cette alliance de matériaux que de mettre de l'argile, couleur peut-être chair, couleur de peau et texture de peau presque. Et le contraster avec le métal qui va être les ornements, les habits, les auréoles. J'essaye de créer un univers qui s'inspire du sacré. Dans la première salle, on a des colonnes qui sont inspirées en fait des salles hypostyles. C'est les salles qu'on trouve beaucoup dans l'entrée des temples, dans le temple de Karnak par exemple, ou dans le parc Güell de Gaudi à Barcelone. Il a repris aussi ce principe de la salle hypostyle. Alors bien sûr, une salle hypostyle, il y a une sorte d'infinité de colonnes. Et on comprend du coup qu'elles ne sont plus structurelles, qu'elles ne sont plus là pour soutenir le plafond, mais qu'elles sont là vraiment pour cette idée de dérouter un peu dans l'espace par ces colonnes sur le chemin du spectateur. Et il y a un élément qui est au mur qui s'appelle relique, qui pour moi s'assimile un petit peu au système premier, parce que tout mon système de colonnes est construit sur un système de 2 pièces, une clé et un double loquet. Et en fait, le système premier ne fonctionne qu'à plat. Et je trouvais ça intéressant de créer des boîtes, des petites boîtes pour chacune des pièces, des petites boîtes en métal, de les exposer au mur et de les montrer comme le système premier, comme si c'était un peu une loi, un guide antique, quelque chose où il y a des pièces manquantes qui a permis par la suite à ce système de prendre volume, de prendre vie en volume et de créer ces colonnes. Et dans la deuxième pièce, il y a une installation créée sur le même principe, donc toujours une clé et un double loquet, et qui elle aussi reprend une forme d'architecture sacrée. C'est l'abside qu'on voit dans beaucoup d'églises en fait. Cette forme d'arc de cercle qui vraiment crée une sorte de cocon. C'est un peu comme si on était soi-même dans une colonne qui a été tronquée. On se retrouve dans cette colonne. Le spectateur est envoyé dans un zoom. J'essaie de le projeter à l'intérieur d'une colonne. Et qu'est-ce qu'on y découvre? On y découvre des erreurs, des cassures, on y découvre une ruine, la tentative de sauver la ruine. Et en fait, tout ça, ça parle de ça, de la fragilité de la construction, mais de la tentation de toujours aller plus haut verticalement. C'est pour ça que j'ai créé ce verbe infinir, qui vient du mot infini. Il y a aussi dans l'exposition des petits qu'on va appeler ex-voto. Les ex-voto, ce sont des éléments qu'on trouve en général dans les églises. Ça peut être des plaques où c'est écrit merci. C'est des choses qui ont été demandées et des sortes de mini-miracles qui se sont accomplis. Donc les gens viennent poser une plaque qui dit merci. Là, finalement, ces petits merci qui sont attachés comme des bijoux, c'est vraiment à la fois un acte dans la galerie que je vais venir apposer à la fin, sont là pour dire merci pour l'erreur. Merci pour la ruine, merci pour la beauté de la parfaite imperfection, merci pour la fragilité et puis merci pour ce tourment intérieur qui est que nous aurons toujours la volonté d'infinir et de cristalliser, mais cette cristallisation reste impossible et un fantasme. Donc merci.